mettre en commentaire sur le post. Donc voilà, je vais me répéter pour l'enregistrement du live, parce qu'après le live va être posté après sur mon compte YouTube. Donc là, bienvenue à toutes et à tous. L'idée d'aujourd'hui, en fait, c'est de vous expliquer en fait en quoi ce qui se passe en ce moment pour la petite paysannerie bio en France est assez grave, assez catastrophique en fait, parce que ça nous concerne toutes et tous. Là, on assiste à une crise de la vente des produits bio en France depuis 2 ans, mais surtout un an en fait. Là, c'est assez catastrophique dans plusieurs secteurs. Des prix qui en fait stagnent alors que les charges augmentent énormément pour les paysans paysannes bio, en tout cas je parle. Parce qu'en fait, ce que peu de gens savent, c'est que actuellement les prix du conventionnel, par exemple pour les légumes, je parle pour les légumes, sont quasiment aussi importants que. Enfin, les prix des légumes vendus en grande surface sont quasiment aussi importants que les prix des légumes que vendent les producteurs ou qu'on vend dans les locaux. Il y a une inflation importante des légumes au niveau du conventionnel, mais au niveau de la bio, en fait, ça n'a pas vraiment suivi. Donc il y a beaucoup de collègues qui se retrouvent avec des charges hyper importantes sans que les prix aient pour autant évolué, ou qu'ils aient eu la volonté de faire monter les prix, ce qui se comprend aussi. Moi, par exemple, j'ai fait une augmentation de prix l'année dernière, mais j'ai essayé de faire que ce soit pas trop élevé, juste que ça suive à peu près l'inflation, et ça me permet pas non, enfin voilà, ça c'est pas ouf non plus, ça va pas permettre de couvrir toutes les charges qui ont augmenté pour moi, mais voilà, au moins de pouvoir à peu près m'en sortir. Et de parler aussi des politiques gouvernementales en réaction aux crises qu'il y a eu aussi à la sécheresse l'année dernière, qui ont impacté beaucoup de petits paysans, paysannes bio, et qui sont vraiment largement insuffisantes pour répondre à la détresse du monde paysan actuel. Euh, et aussi donc de parler de l'avenir en fait de la paysannerie bio si les crises actuelles continuent, parce que là ça pose vraiment des questions. Là, il y a beaucoup de collègues qui parlent d'arrêter ou qui ont déjà arrêté, qui se demandent comment va être fait l'avenir pour elles. Et moi, personnellement, ça m'inquiète énormément, ça m'attriste pour de voir des témoignages autour de moi là-dessus. Parce que bah, c'est des personnes qui sont engagées, qui se sont installées parce qu'elles avaient envie de participer un peu au changement des choses dans le territoire, hein, de préserver le vivant, d'alimenter de manière locale et de qualité les personnes du territoire, de faire bouger un peu les choses aussi, parce que quand on est paysan, paysanne aussi, bah, c'est aussi de faire bouger les choses socialement dans le territoire, de faire vivre un petit peu le territoire. Et là, bah, du coup, enfin, on sait à quel point c'est crucial en fait la petite paysannerie. On sait à quel point on en a besoin. Mais je vais en reparler dans le live. Et là, actuellement, bah, ce qui se passe, c'est qu'on assiste à une grave crise qui menace la pérennité de nombre d'installations de petites fermes bio, quoi. Et donc, alors qu'on parle en plus de la nécessité de démultiplier le nombre d'installations, et qu'aujourd'hui, on assiste plutôt au contraire à des déconversions, hein, des gens qui se déconvertissent de la bio, ou des arrêts d'installation ou des situations économiques très, très difficiles, quoi. Je généralise pas, hein, c'est pas le cas de tout le monde, mais beaucoup de gens sont dans des situations un peu difficiles. Donc voilà, c'est assez inquiétant. Donc l'idée de ce live, hein, c'était vraiment de parler de tout ça, de montrer aussi en quoi ça nous concerne toutes et tous, c'était que tout le monde devrait s'emparer de cette question-là. Ça ne concerne pas que la profession bio, en fait, pas que la profession des paysans et paysannes bio, ça nous concerne toutes et tous, et du coup c'est vraiment crucial pour moi de vous en parler là, de le partager. Et c'était encore. Enfin, je voulais en parler, c'était un des sujets de live que je voulais faire, mais ça a été précipité encore plus par un article que je vous conseille de lire, d'ailleurs qui fait partie d'une série de reportages. C'est Reporter qui a fait ça cet hiver, des reportages en fait sur le monde bio, la petite paysannerie bio qui était menacée du coup. Et il y en a notamment un article sur des témoignages d'agricultrices du 44, si je ne me trompe pas d'ailleurs, du 44, oui, qui témoignent justement de leurs difficultés depuis l'année dernière, du fait qu'il y en a donc, des témoignages d'agricultrices qui témoignent que c'est très difficile pour elles et qu'ils ont du mal à envisager l'avenir sereinement, pour plusieurs raisons. Donc je vous conseille vivement à lire ce témoignage-là. Il est c'est le reporter.net, fierté, déception, six agricultrices racontent. Donc c'est entre autres cet article-là qui m'a motivé à faire ce live assez rapidement, même si je l'avais déjà en tête depuis du coup fin de l'année dernière. Suite du coup voilà, aux difficultés que j'ai pu connaître, mais surtout aux difficultés que j'ai pu entendre autour de moi, d'agriculteurs, d'agricultrices bio qui étaient en péril au niveau de leur installation. Voilà, donc c'est voilà, un petit peu pour présenter un petit peu l'idée, le thème du live et de quoi je veux parler aujourd'hui.
Et du coup, il y a Nick Caju officiel qui nous a rejoint, Agriculture Poétique aussi, bienvenue à vous dans le live. Et comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas si vous avez des questions déjà, des commentaires, des témoignages, à le mettre en commentaire. Donc voilà, de ce live, pour que j'y réagisse. Salut Valérie, si tu viens nous rejoindre. Ouais, c'est donc Nature M qui me dit c'est effectivement dramatique. Après l'inflation ne devrait pas durer des années si. Oui, non, clairement, l'inflation ne devrait pas durer des années, enfin, on espère. Le seul souci en fait qu'on a, c'est qu'on part en fait sur quelque chose de. En fait, ce qu'il faut savoir. Euh, En tout cas, moi je parle vraiment pour la partie maraîchère, hein. C'est-à-dire que en tant que maraîchère bio, déjà on part déjà avec un gros handicap. C'est qu'on est un des métiers les moins rémunérés en taux horaire au niveau de la paysannerie. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 6,50 € de l'heure en moyenne en taux horaire de rémunération par paysan. Donc je parle des maraîchères bio qui font du maraîchage diversifié en vente directe, hein. Je parle bien de ça. Je parle pas d'autres manières de vendre du bio, en gros ou en demi-gros. Mais en tout cas, pour les paysans et paysannes qui, comme moi, font de la vente directe en maraîchage, on est déjà avec en fait une marge très faible. On part déjà avec un handicap important. Donc il suffit qu'il y ait une augmentation des charges assez importante une année. Et en plus de ça, couplé à une baisse de rendement, comme on a pu le connaître l'année dernière avec la sécheresse, où moi je me suis retrouvé avec des légumes de garde bien impactés, donc j'ai du mal à fournir mes paniers pour la fin de saison l'hiver, là, pour qu'en fait ça nous mette en péril très rapidement en fait. Et c'est ça qui fait que je parle vraiment pour le maraîchage en bio. C'est ça qui fait que même une année d'inflation comme celle-ci, où derrière on peut pas non plus augmenter trop les prix parce que bah on a quand même envie, en tout cas moi c'est ma volonté de vendre de manière accessible quand même la nourriture. J'ai pas envie que mes débouchés soient uniquement des gens aisés en ville ou des restaurants pour bourgeois en ville. En tout cas je vends mes paniers à toute catégorie de population. J'ai vraiment toute classe confondue dans mes clients, mes clientes. Et l'idée c'est quand même de conserver ça. Alors j'ai quand même augmenté mes paniers d'1 € en septembre de l'année dernière pour anticiper ce qui allait se passer. Parce que déjà les charges commençaient déjà pas mal à augmenter et je savais qu'elles allaient continuer à augmenter. Et en parallèle, c'est une des solutions dont je vous parlais à la fin du live, en parallèle j'ai lancé des paniers solidaires. Pour donc des paniers qui sont à 9 € au lieu de 14 € pour rendre accessible à deux trois familles des paniers du coup à pas cher de tout, enfin beaucoup moins cher, avec derrière demande de participation financière à des gens qui ont les moyens de pouvoir du coup soutenir ces paniers solidaires, donc de pouvoir permettre à des gens qui sont en précarité de pouvoir s'alimenter quand même localement de qualité, donc en bio, auprès des petits paysans paysannes bio quoi. Ça on en parlera tout à l'heure après, mais ce serait bien de développer ces initiatives-là et surtout aussi que ça, enfin on en parlera après, que ça devienne peut-être un projet aussi territorial de sécurité sociale et alimentaire. Mais ça on aura l'occasion d'en parler. Salut du coup deux autres personnes qui nous rejoignent, Pomme Cavo et Lucille. Du coup comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas en commentaire à poser vos questions sur le sujet du live d'aujourd'hui et à réagir aussi, voilà, à poser aussi vos témoignages, voilà, en tout cas n'hésitez pas. Merci pour oui, en tout cas cette initiative qui est lancée par de plus en plus de collègues, c'est panier solidaire et donc je pense que c'est quelque chose qui serait à généraliser. Du coup en tout cas bon pour vous dire un petit peu de ce dont je veux parler en live très rapidement, pour vous dire aussi que tout ce dont je vais parler, vous pouvez le retrouver aussi dans une tribune que j'avais publiée sur Mediapart, sur un espace blog de Mediapart. Et j'en parlais justement et je lançais un appel, un peu un cri de détresse sur le fait qu'il fallait qu'on s'en empare toutes et tous de ce qui se passe en ce moment au niveau de la paysannerie bio, et trouver des solutions collectives sur les territoires pour faire que la paysannerie bio ne s'écoule pas, parce que l'État, on ne peut pas compter sur l'État là, c'est une catastrophe, je vous en parlerai après sûrement. Euh, alors, Naturiam, comment faites-vous pour gérer la sécheresse et changement climatique pour les cultures? Oui, justement c'est compliqué. En fait, comme je disais tout à l'heure, on part déjà avec des revenus très faibles. Donc en fait, on a très peu de marge ce qu'on appelle en termes économiques de marge de sécurité quand on est maraîcher, maraîchère. Euh, et cette marge de sécurité nous permettrait par exemple de financer je sais pas, par exemple, ça peut être des cuves de récupération d'eau au niveau des bâtiments ou des tunnels, ou de mettre en place des baissières. Donc c'est un aménagement en permaculture qui est intéressant pour
faire que l'eau en fait circule moins vite sur le terrain, retenir un peu plus l'eau sur le terrain et avoir plus de résilience à la sécheresse. Il y a plein en fait de moyens potentiels pour augmenter la résilience à la sécheresse euh, sur, sur, nos, enfin, sur nos fermes. Il y a aussi le fait de pouvoir prendre le temps de faire de la sélection variétale, pour petit à petit, en faisant la sélection massale sur plusieurs années, arriver à avoir des variétés qui sont plus adaptées au contexte climatique qui évolue et à notre sol en même temps, au contexte pédoclimatique. Euh, il y a aussi le fait de pouvoir mettre en place de l'agroforesterie, parce que moi j'en mets petit à petit quand je peux, mais ça demande du temps, de l'argent, ce qu'on n'a pas forcément. Et en fait tout ça, donc c'est pour justement dire qu'en fait tous ces moyens-là, on les connaît en fait. On connaît tous les moyens en fait de résilience à la sécheresse et aux enjeux du réchauffement climatique en général. Et le problème qu'on a en fait, c'est qu'une fois qu'on est installé, enfin je parle et en plus comme moi je suis parti avec quasiment rien, enfin j'avais pas de moyens d'autofinancement. En fait, on est dépendant des banques, des prêts pour les banques, ou alors de la marge qu'on peut se dégager chaque année pour pouvoir investir dans ces moyens-là. Sauf qu'elle est déjà pas énorme et que les banques en général prêtent difficilement et qu'en plus elles nous rajoutent du coup une pression financière. Et comme je disais tout à l'heure, on a déjà peu de rémunération. Donc qui dit emprunt en plus à rembourser, dit moins de rémunération encore. Quoi. Donc en fait, le vrai problème, il est derrière. En fait, c'est que on a, pour revenir plus en arrière, prendre du recul, c'est qu'on a cherché, enfin les États, en lien avec l'économie capitaliste, ont cherché en fait à faire une agriculture qui soit productiviste, donc qui soit en fait où il y a un ou une travailleuse qui produit sur de grandes surfaces de manière productive, donc beaucoup de production à l'hectare, euh, pour permettre d'avoir des aliments à bas coût, qui permettaient du coup aux gens de pouvoir financer d'autres achats, donc de pouvoir du coup acheter d'autres produits que l'alimentation, qui avant était le coût, la base en fait du panier en fait moyen de tout le monde, des achats de tout le monde, et aussi pour permettre aussi de libérer la main d'œuvre dans le secteur paysan, pour que les gens puissent travailler après dans les usines et travailler dans le secteur tertiaire. Donc en fait, malgré le fait qu'on soit après, qu'il y ait un retour un peu à la terre, un peu à l'autonomie, on parle beaucoup de permaculture, d'agroécologie, de fermes qui peuvent fonctionner autrement, etc. Faut pas se leurrer. Euh, c'est pas un modèle reproductible à grande échelle tant qu'on n'aura pas changé l'économie de fond en comble. Parce qu'en fait, même si moi je peux vendre mes légumes plus cher qu'un producteur maraîcher bio à grande échelle qui produit, je sais pas, sur 50 hectares de la carotte, qui va pouvoir vendre du coup dans les grandes surfaces ou dans les biocopes à pas cher, parce il a fait des économies d'échelle. Moi, en fait, moi, le prix de ma carotte, je suis obligé de le mettre quand même en corrélation malgré tout avec ce que lui arrive à dégager comme prix de carotte, quoi, en fait. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, en bio, on sait que la culture de carottes, c'est en général les maraîchers bio diversifiés comme moi, qui sont petits paysans. En fait, c'est quasiment une culture, enfin, qui vaudrait pas le coup de le faire. En fait, on le fait parce que c'est bien de le faire pour les paniers, parce qu'on aime le faire aussi, mais en fait, c'est une culture qui est pas du tout rentable. Et c'est pour dire, en fait, que, en fait, on est, tant qu'on changera pas l'économie dans les territoires, parce que je me leurre pas sur le fait qu'on arrivera à la changer au niveau national, pour l'instant en tout cas, même si j'espère, mais qu'on abatte la société capitaliste, mais en tout cas, il faudrait changer l'économie de fond en comble au niveau territorial pour valoriser bien plus qu'aujourd'hui l'alimentation en fait, au niveau du prix. Parce que si on veut des petits paysans, paysannes, qui à la fois protègent la biodiversité, mettent en place des solutions de résilience au réchauffement climatique, font en fait préservent donc aussi la qualité et la santé enfin, de l'alimentation de leur territoire, enfin répondre en fait à tous les enjeux de société actuelle, parce qu'en fait l'agriculture elle est au cœur de plein d'enjeux de société actuelle, euh, et que le paysan paysanne soit rémunéré à juste titre pour ce qu'il fait, et puisse avoir le temps aussi de développer justement des moyens de résilience au changement climatique, puisse avoir le temps de faire de la sélection variétale. En fait, comme autrefois, finalement, un paysan c'était un mode de vie, c'était pas un métier d'ailleurs, et il avait le temps du coup de faire plein de choses en dehors de juste produire pour vendre. Et bah, si on n'a pas une réelle valorisation au niveau des territoires économiques de ce travail-là, on n'aura malheureusement pas d'installation massive, de retour à la terre massif, qui est pourtant vital, pour plein de raisons, hein, enjeux sociaux, enjeux de préservation du vivant, etc. Et on n'aura pas non plus derrière une pérennisation aussi de ces installations-là. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, où la moindre petite crise, en fait, ou qui est quand même pas non plus une petite crise, ce qui se passait l'année dernière, et ce qui continue à se passer aujourd'hui, met en péril déjà plein d'installations en fait bio. Parce que malheureusement on est déjà en fait comme ça, on est déjà à essayer de surnager, et en fait on le fait parce qu'on aime ce qu'on fait, et on continue à le faire, voilà, mais c'est plus possible. Si à un moment donné
enfin vous travaillez 50 heures par semaine, 60 heures par semaine pour vous retrouver à faire moitié d'un SMIC, même moins, et que vous voyez en fait que bah, en fait vous faites ça presque pour rien parce que vous voyez vos récoltes crever et que derrière vous n'avez aucun soutien de public, enfin que vous allez de toute façon l'année prochaine ça se trouve ça va être la même chose et que ça sera encore pire, et vous allez même plus avoir de revenus parce qu'il y en a plein de collègues qui n'avaient même aucun revenu l'année dernière, enfin qui ont perdu quasiment toute leur production parce qu'ils ne pouvaient plus arroser, ils n'avaient plus le droit d'arroser ou parce qu'il n'y avait plus d'eau pour pouvoir arroser. Bah du coup là ça pose des grosses questions quoi. Donc en fait c'est vrai qu'il faudrait vraiment un changement systémique, comme tu disais, bah oui, comme c'était dit là dans un commentaire, la nature. Et malheureusement, les modèles comme ferme d'avenir, les alternatives qui ont été promues bec et loin, etc., bah, faut le dire, c'est de l'agriculture de niche. C'est de l'agriculture pour personnes aisées en ville. Et malheureusement, ça sera le cas de quelques milliers d'installations seulement. Quelques milliers de paysans paysannes qui pourront vendre des légumes qui auront peut-être le juste prix, mais qui pourront le vendre que des personnes qui ont les moyens. Et donc ça pose la question qu'en fait, si on veut en même temps une réelle valorisation du travail des paysans paysannes, une réelle revalorisation de leur travail, et pour que ces paysans paysannes bio puissent continuer à survivre, enfin à vivre, surtout justement pas à continuer à survivre, mais à vivre, et puissent aussi engager des moyens de résilience, et puissent absorber les chocs et pouvoir encore même carrément les anticiper, les chocs à venir, et bah il faudrait aussi en parallèle avoir une revalorisation aussi des salaires, ou en tout cas des mécanismes de solidarité envers les personnes en fait précaires. Parce que voilà, c'est ça qu'il faudrait. Et c'est là qui est intéressant, qui est d'ailleurs mentionné dans un bouquin que je vous conseille de lire, c'est reprendre la terre aux machines de l'atelier paysan. C'est là où il faudrait mettre en place, en tout cas en attendant qu'on renverse le système économique capitaliste, dans les territoires, à mon avis, il faudrait qu'on mette en place du coup des sécurités sociales et alimentaires qui seraient dans ce mécanisme-là, en fait, comme une sécurité sociale, en fait, donc, qui permettrait de redistribuer donc en fait la richesse, c'est-à-dire que les plus aisés puissent en fait financer mieux les paysans et aussi puissent aussi financer aussi bah, du coup l'achat de personnes, donc l'achat d'alimentation de qualité et locale à des gens qui n'en ont pas les moyens. Ce qui permettrait du coup une double, voilà, ce serait du coup de permettre une alimentation locale de qualité à grande ampleur dans les territoires pour quasiment tous les habitants du territoire, tout en permettant aussi la pérennisation et la viabilité des projets d'installation paysanne quoi. C'est vraiment vital si on veut en tout cas pouvoir avoir bah, tout simplement en fait des territoires qui sont vivants en fait. Parce que je le rappelle vite fait, mais l'agriculture est la première cause d'extinction du vivant dans le monde aujourd'hui, hein, enfin, l'agriculture intensive. La disparition des insectes, notamment, par exemple, entre autres, c'est une des premières causes aussi de pollution des eaux. C'est aussi une des premières causes des maladies. Enfin, l'agro-industrie et aussi derrière après avec tout ce qui est l'agroalimentaire, c'est agroalimentaire avec tous les additifs qui met derrière, mais il y a aussi à la base l'alimentation aussi derrière. C'est aussi du coup derrière la première destruction de nos paysages. Enfin, c'est assez flagrant. J'étais il n'y a pas longtemps un week-end prolongé au Marais Poitevin. Le contraste entre la zone protégée magnifique du Marais Poitevin, zone humide, sublime, préservée, et juste à côté des zones céréalières immenses à perte de vue, le sol est érodé, c'est visible comme pas deux, où il n'y a aucune haie brise-vent, aucun corridor écologique, où c'est un désert en fait. Clairement c'est un désert, faut le dire, c'est un désert. Bah, le contraste est saisissant, et ça s'étend de plus en plus, cette agriculture-là s'étend de plus en plus chaque année. En fait, il y a plus de territoires bouffés par l'agriculture intensive, accaparés par l'agriculture intensive, que des territoires où s'installent des paysans paysannes bio. Et il faut voir aussi de quelle paysannerie bio on parle aussi, hein, parce que si c'est l'agriculture bio à grande échelle, sans haies, avec des appeurs thermiques, et où on met du sable, comme pour le maraîchage, chaque année, et en fait c'est du hors-sol, pour faire pousser de la carotte, je pense qu'on ne veut pas non plus cette agriculture bio là, quoi. Donc, en tout cas, voilà, il faut voir qu'on est au cœur des enjeux, de pas mal d'enjeux actuels, et aussi, j'ai oublié de parler du réchauffement climatique, de la pas de matière organique, oui, la pose aussi, mais c'est sûr. Et donc, c'est vrai que si on veut vraiment répondre à tous ces enjeux-là, bah, il y a une solution toute simple, hein, c'est effectivement un retour massif à la terre de plein de paysans et paysannes, il faudrait des millions de paysans paysannes qui reviennent à la terre, et qu'on les aide réellement, en fait. Enfin, déjà que l'accès à la terre soit facilité, parce que aujourd'hui,
ça devient de pire en pire en fait, parce que l'accaparement des terres justement se fait de plus en plus au profit de l'agro-industrie. C'est un parcours du combattant comme pas possible, parce qu'on demande des plans économiques d'installation qui sont aberrants. Il faut absolument prouver qu'on va pouvoir se dégager un salaire, un SMIC. Donc il faut que c'était travailler 50 heures 60 heures par semaine pour cela, avec investissement énorme à la clé, avec endettement donc énorme. Enfin, du coup, il faut se rendre compte en fait que ce qu'on demande en plus aux paysans paysannes qui ont le courage de faire la démarche de s'installer, mais c'est la croix et la bannière. Enfin, c'est un parcours mais horrible en fait. Et c'est déjà, il y a plein de gens qui abandonnent avant de s'installer en fait finalement, parce que enfin, l'enjeu économique est tellement énorme, l'enjeu à préparer pour trouver des terres c'est tellement impossible, que derrière en fait il y a déjà plein de gens qui abandonnent. Et ceux et celles qui s'installent sont prêts à, fait, du coup, à se sacrifier, moi je parle vraiment du maraîchage, sont prêts du coup à se sacrifier leur vie personnelle, sacrifier des fois leur passion à autres, et en fait à donner 50 heures de leur vie en fait par semaine pour produire de l'alimentation bio, locale, de qualité, en préservant le vivant, en préservant les ressources en eau, en préservant les sols, pour même pas un SMIC. Est-ce que c'est normal? Moi je trouve que c'est normal en fait. Et en fait malheureusement y en a plein moi ça fait maintenant plus de 12 ans que je suis installé. Le nombre de collègues qui ont fait des PPROA, ou de gens que j'ai entendu parler qui ont fait des PPROA qui ont arrêté au bout de 5 ans, il y en a un paquet en fait. Enfin, et j'en ai parlé encore avec un informateur, un ancien formateur en PPROA à Chambre d'Agriculture, qui lui était même avant que moi je sois arrivé en PPROA. Donc j'ai fait mon PPROA, j'avais 21 ans, j'ai aujourd'hui 34 ans. Et je l'ai eu il y a 2-3 ans au téléphone, il me disait plus de la moitié, il estimait à la moitié auprès des gens qu'il a vu passer en PPROA qui ne sont pas installés, ou qui ont arrêté en fait au bout des 4-5 ans quoi. Au bout de 5 ans parce qu'ils sont burn-out ou séparation ou enfin un épuisement, enfin ils pouvaient, et puis ils se sont rendus compte que c'était pas possible en fait, enfin de continuer comme ça. Donc en fait ça pose la question, on nous demande en fait, on a des injonctions en plus de la société qui nous demande moi j'ai des fois des gens même qui viennent visiter ma ferme qui disent bah vous faites pas vos semences, vous faites pas vos plants, enfin moi je fais mes plants mais je fais pas toutes mes plants, c'est pas possible, ça demande un temps fou. Vous faites pas si, mais du coup par rapport à la sécheresse vous pouvez mettre ça en place, mais il y a ça à faire, mais il y a ci à faire, bah oui mais en fait je leur dis en fait bah oui mais non je peux pas en fait, enfin j'ai pas le temps, j'ai pas les sous pour le faire, et j'aimerais le faire, je les connais toutes ces solutions là en fait. Déjà l'agroforesterie, je suis heureux quand j'arrive à planter une haie tous les 2-3 ans, parce que en fait je suis déjà pris dans plein d'autres choses. Et en plus j'ai choisi aussi, c'est un choix personnel, de garder un peu de temps que je consacre, que je considérais comme étant un temps important, qui faisait partie de mon projet paysan, pour m'investir dans des lieux du territoire. Parce que je pense qu'on a plus d'impact collectivement qu'individuellement. Et donc je préfère faire un peu de concession, de compromis sur ma ferme, et de pas être au top sur le maraîchage. Et encore, personne ne peut être au top sur le maraîchage, hein, c'est impossible de faire ses semences soi-même, toutes ses semences soi-même, tous ses plants soi-même, enfin il y en a qui arrivent à le faire, mais c'est un boulot malade, et c'est que en projet collectif vraiment d'ampleur, ou que parce qu'ils ont choisi de se consacrer que au maraîchage, et d'y donner tout leur temps, vraiment, mais en mode, moi je considère en mode martyr. Mais sinon, si on veut s'investir collectivement dans le territoire, si on veut faire bouger les choses, bah on est obligé de faire des compromis, et même, en fait, même sans ça, on est obligé de faire des compromis en fait. Donc c'est pour ça que. Et on n'a pas le temps du coup de mettre en place des solutions de résilience. On n'a pas le temps et l'énergie de mettre en place des solutions de résilience. Enfin très peu en tout cas de temps et d'énergie. Donc c'est un vrai enjeu où il faudrait en fait, comme je disais dans l'article, dans la tribune que j'ai posté sur Mediapart, où j'ai mis quelques solutions, mais il faudrait déjà je pense plus de liens entre les habitants des territoires et les paysans paysannes bio, où il faudrait, je pense que les paysans paysannes bio fassent plus de visites de fermes, c'est en train de se mettre de plus en plus en place d'ailleurs via le CAP 44 là, qui par exemple est en train de le faire, et aussi avec le réseau Paysan Nature qui promue aussi le fait des animations naturalistes sur les fermes, le fait de faire des visites de fermes, etc. Il faudrait vraiment que les habitants du territoire s'emparent de plus en plus de ces questions alimentaires, de ces questions de territoire. Et aussi, j'aimerais bien aussi que mes collègues paysannes bio changent aussi de discours aussi, parce que malheureusement, même je l'ai vu souvent, ce discours un peu de martyr, c'est normal de travailler 50 heures par semaine quand on est passionné, c'est normal de pas se rémunérer beaucoup parce que en même temps c'est comme ça quand t'es paysanne. En même temps, si l'autre, enfin des fois j'ai entendu ça aussi, il arrive pas à gérer sa ferme aussi à discuter, c'est parce qu'il arrive pas justement à gérer sa ferme, il a pas bien réussi, il a pas mis les bonnes techniques en place, etc. Oui, peut-être, mais peut-être qu'en fait tout simplement il y a aussi des contextes particuliers qui fait que il a pas réussi, peut-être qu'il y a des contextes privés qu'il a eu des difficultés. Et en fait,
tout simplement se dire qu'en fait, c'est pas normal qu'à la moindre difficulté, quand tu es paysan paysanne, bah, tu sois en galère. Et aujourd'hui, on voit bien que la sécheresse, par exemple, qu'une crise, une année, la sécheresse, il y a plein de collègues qui ont dû arrêter ou qui sont en train de se demander s'ils vont pas devoir arrêter. Enfin, donc du coup, il y a vraiment une réflexion à avoir sur le fait que si on veut dans nos territoires des paysages qui sont préservés, si on veut dans nos territoires une eau qui soit de qualité, si on veut dans nos territoires une biodiversité qui soit présente, si on veut dans nos territoires une alimentation de qualité qui préserve la santé, enfin si on veut des territoires vivants aussi au niveau social, etc., il faut que tout le monde s'empare de ces questions-là, il faut que les gens aillent visiter des fermes, aillent donner des coups de main dans les fermes autour de chez eux, essayer de comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux pour les paysans paysannes, comment ils pourraient faire pour aider. Parce qu'en fait, ça dépasse la question, en fait, les enjeux agricoles, hein, les enjeux d'alimentation, en fait, dépassent la question, en fait, de la profession bio, la profession paysanne, en fait. Ils nous concernent toutes et tous, en fait, c'est notre avenir qui est en jeu. C'est l'avenir des territoires qui est en jeu, en fait, là, parce que c'est au cœur de plein d'enjeux, en fait. Et donc du coup, ça demanderait en fait de justement, bah, je vais lire ce que j'ai dit, ça me fait un peu pense-bête, mais un petit peu les solutions que j'avais listées, entre guillemets, les pistes plutôt de solutions, parce qu'il y en a plein, mais donc lancer des paniers solidaires comme j'ai pu le faire donc l'année dernière, augmentant en parallèle légèrement les prix de panier, création de réseaux de soutien financier locaux, peut-être voilà, essayer de créer des réseaux de soutien financier locaux en fait aux paysans paysannes qui seraient en difficulté, des réseaux d'entraide aussi, encore mieux donc des sécurités sociales alimentaires, comme j'en ai parlé tout à l'heure, comme c'est évoqué dans le bouquin, donc je le rappelle, de l'atelier paysan pour la terre en machine. S'alimenter déjà tout simplement aussi auprès des paysans paysannes bio locaux, faire un soutien aussi financier du coup par exemple via des GFA ou via bon même si Terre de Liens il y a plein de limites à Terre de Liens mais enfin, c'est qu'on a les moyens en tout cas de participer financièrement à l'achat de terrain et ou pour pouvoir installer des paysans paysannes. Mais surtout, moi je crois plutôt à la question politique, à la solution politique, de en fait s'engager politiquement dans les territoires en fait pour faire pression sur les mairies et sur les plus globalement les comités de communes et les départements pour en fait installer encore plus de paysans paysannes, geler des terres pour des paysans paysannes, l'installation de paysans paysannes, et derrière assurer aussi derrière qu'il y ait un suivi et un maintien. Parce que c'est bien beau d'installer les paysans paysannes, c'est bien beau par exemple de donner des aides à la conversion à la bio, mais si derrière on supprime les aides à la maintien à la bio, et si derrière on ne s'assure pas du suivi, du maintien de l'installation, ça sert à rien en fait, au bout de 4-5 ans, les gens ils vont arrêter en fait, et c'est ce qui se passe malheureusement, ou ils vont se déconvertir de la bio, ils vont arrêter de faire de la bio. Donc en fait, il faut derrière aussi un vrai suivi, un vrai maintien, un vrai soutien en fait, sur la durée des paysans paysannes en fait. Et donc ça passe beaucoup aussi par la question politique en fait, la question des territoires elle est très politique, et donc par faire des rapports de force, entamer des rapports de force avec vos mairies, avec vos conseils communautaires. Ça passe aussi par les SCOT, quand il y a des réunions publiques sur les SCOT, donc les schémas de cohérence territoriale, donc qui sont quand même des schémas assez importants qui vont planifier l'avenir du territoire sur 10-15 ans, et bah c'est aussi de s'impliquer là-dedans et d'essayer de faire pression pour que on ait des SCOT de qualité, quoi. Enfin de qualité entre guillemets, je veux dire. Des SCOT qui garantissent réellement qu'on aura l'installation de pas mal de paysans paysannes et un soutien à l'agriculture bio sur les territoires. Il y a aussi faire pression sur les mairies aussi pour une cantine 100% bio. Parce qu'il faut arrêter maintenant, on a les moyens de le faire, donc c'est possible. Faire de l'éducation populaire aussi autour de vous, animer via une association ou sur des fermes, proposer à des paysans paysannes qu'il y a des soirées d'éducation populaire autour de l'alimentation, autour de plein de questions autour de l'agriculture, ou sur les territoires, tout simplement, sur la préservation de l'eau, la préservation du vivant, et que ça passe notamment par l'agriculture. Faire des ateliers de cuisine végétale aussi, de cuisine collective, pour que les gens s'emparent aussi de la cuisine par eux-mêmes et voient en fait que en fait en consommant bio et local et frais, en fait on se fait des super cuisines, c'est génial et on consomme. En fait finalement ça nous revient même des fois moins cher que d'acheter en grande surface et ça nous revient même moins cher en fait quand on sait cuisiner brut. Mais il faut derrière développer aussi, c'est normal, des ateliers d'éducation populaire pour que les gens se réemparent de leur autonomie en fait. C'est aussi une question importante aussi de recréer l'autonomie collective dans les territoires. Et là, c'est en lien pour moi avec l'installation, avec l'autonomie paysanne, mais c'est pas forcément soutenir des paysans paysannes, mais c'est aussi participer à la création de jardins partagés ou soutenir des initiatives de jardins partagés dans les territoires pour se réapproprier justement l'autonomie collective. Et tous ces enjeux-là sont vraiment vraiment importants et sont urgents. Et parce que là, moi, ça m'inquiète vraiment pour l'avenir, quoi. Là, il y a vraiment
j'ai une grosse inquiétude pour l'avenir de la paysannerie bio là, dans les années à venir. Si on assiste encore à des crises, comme on a eu actuellement, conjonction de crises, sécheresse, augmentation des charges importantes, baisse des ventes de la bio, et en plus soutien ridicule du gouvernement quoi, derrière. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il a, j'ai retrouvé d'ailleurs le chiffre exact sur le site du GAB, 44, donc groupement des agriculteurs biologiques du 44. Mais en clair, l'aide par rapport à la crise qu'a vécu la bio justement l'année dernière, l'aide elle est de 10 millions d'euros pour l'ensemble des filières biologiques, soit 166 euros par exploitation bio en France. Euh, Bah ok. Ça, quand je vois qu'il y a des collègues maraîchers maraîchères qui ne me fait même pas se rémunérer, me plus se rémunérer par rapport aux crises qu'il y a eu actuellement, bah je me dis 166 euros sur une année, non mais là c'est sous de la gueule du monde. Et pendant que par contre, il y a eu 280 millions d'euros en 2022 d'aide par l'État pour l'élevage porcin et une prise en charge totale des pertes pour les betteraviers. Voilà, donc on voit les politiques gouvernementales, les priorités, où elles sont, et on l'a bien vu aussi avec les bassines, le soutien aux bassines, qui se fait en fait en soutien à l'agriculture intensive au détriment de la petite agriculture bio et locale, puisqu'il y a des maraîchers du coup et maraîchères bio dans le marais Poitevin, aux côtés du marais Poitevin, qui vont se retrouver sans eau pendant que les gros agri-céréaliers qui du coup capteront toute la ressource en eau pour leur bassine. Enfin, bref, c'est aussi c'est la question aussi qui se pose, la question du partage de l'eau, comment on va faire, parce que l'année dernière il y avait plein de maraîchers et maraîchères qui ne pouvaient plus arroser leur culture pendant que du coup on avait fait des dérogations jusqu'au bout pour des maïsiculteurs donc qui allaient arroser leur maïs pour de l'élevage pour l'élevage donc intensif pour après du coup la vendre dans d'autres pays. Voilà. Donc là tu te dis t'es en rage en fait quand tu vois ça, quand tu vois que toi tu t'échines à essayer sur une petite surface de mettre en place une agriculture qui soit résiliente où tu essaies de sauver tes cultures pour alimenter localement les gens et que tu vois à côté qu'il y a des massiculteurs qui avec des gros canons à eau arrosent leur culture pendant longtemps dans la saison parce qu'ils ont eu des dérogations par la préfecture, voilà, au bout d'un moment ils sont quand même interdits eux aussi, mais je veux dire tu l'as en rage parce que toutes ces ressources en eau après tu l'as plus pour toi l'été ou quand tu as plein de toutes tes cultures légumières qui du coup crèvent. Et ça il y a eu des collègues qui l'ont vu et voilà, et ça pose la grosse question aussi du partage de l'eau et des choix politiques qu'on aussi vont devoir faire radicaux dans les territoires pour la question du partage de l'eau. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, 80% de la consommation d'eau l'été, je parle bien de l'été, et 60% l'année, dans toute l'année, 80% de la consommation d'eau l'été, c'est l'agriculture. Et dedans, c'est 35%, si je ne me trompe pas les chiffres que j'avais vus, 35% pour le maïs, pour l'irrigation de maïs. Et après, le reste, c'est irrigation pour le maraîchage intensif et pour l'arboriculture intensive, donc c'est pas forcément mieux. Sur des sols qui sont érodés, qui retiennent plus l'eau, qui a plus de matière organique, et voilà, bref. En tout cas, c'est des vrais soucis aussi, des vraies questions, donc il va falloir s'emparer politiquement dans les territoires pour faire pression sur les communes et les communautés de communes, les départements, etc. pour se dire ça suffit maintenant, on a des vraies politiques de gestion de l'eau et on choisit les priorités, on choisit là où on doit mettre l'eau en priorité pour l'alimentation locale et auprès de la petite paysannerie quoi. Donc ça c'est aussi assez important sur la question de l'eau, voilà. Ça vraiment c'est quelque chose de très important. Alors il y a Naturem, tu m'as dit, je confirme, tous les maraîchers bio qui sont installés autour de chez moi n'ont pas tenu sur la longueur. Oui bah oui. Ouais, malheureusement oui, c'est vraiment un gros problème quoi. Et voilà, donc ça prouve que malheureusement, voilà, moi c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec l'alternative, ce qu'on appelle les modèles alternatifs. Même si je fais de la permaculture sur ma ferme, enfin j'ai fait un design de la permaculture et je tends vers ça parce qu'en fait en vrai je peux pas tout, enfin mon design il est pas parfait dans le sens où je n'arrive pas à tout faire en permaculture en termes d'autonomie en intrants, etc. Parce que quand en fait on a un projet économique c'est quasiment impossible. Mais mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les modèles qui ont été inventés, Pékin loin, Ferme d'avenir, etc., qui ont fait croire à énormément de gens que je connais autour de moi ou qui viennent des fois de la ferme en formation pédagogique, que c'était facile, en fait, que ça marchait, qui avaient essayé de regarder un modèle qui marche, on peut s'installer paysanne bio et en fait ça marche, on peut s'en tirer en revenu sans trop de difficulté, c'est abondant, c'est productif. Mais c'est du bullshit en fait, c'est du gros bullshit. Et en fait ça marche que quand vous vendez justement à des personnes qui ont les moyens, quand vous vendez bien cher vos légumes, ou alors vous faites de la pédagogie à côté. Et moi par exemple, je l'avoue, heureusement que je fais un peu de pédagogique à côté, sinon là je devrais travailler 50 heures par semaine juste pour le maraîchage. Alors que là je travaille 50 heures par semaine, mais pour le maraîchage et le pédagogique. Et au moins je fais pas que du maraîchage, parce que je pourrais pas non plus m'en tenir au niveau charge mentale si je faisais que du maraîchage quoi. J'ai pas ma vie c'est pas que le maraîchage quoi. Donc
Mais en tout cas, ça me permet en plus aussi de moins de pression économique aussi sur le maraîchage. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que qu'on soit obligé de faire ça, quoi? Enfin, non. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de faire par exemple, de la formation pédagogique. Ça veut dire qu'en fait, ils seraient obligés de pas, ils pourraient pas s'installer paysans bio en fait sur la durée, parce qu'ils peuvent pas faire de pédagogique, ou parce que, imaginons, bah, il y en a qui ont des projets d'agritourisme et ils n'ont pas les moyens de le faire, bah, et il y a des gens qui tiennent parce qu'ils ont des projets d'agritourisme, donc gîtes, camping à la ferme, etc. Il y a des projets aussi comme ça qui tiennent, des projets atypiques, des projets vers lesquels en plus on devrait tendre, hein. Je ne critique pas ces modèles-là, au contraire, c'est des modèles vers lesquels on devrait tendre. En termes, je veux dire, de résilience, la permaculture, l'agroécologie, enfin voilà, micro-ferme, etc. Mais le problème, c'est qu'actuellement, au niveau économique, avec le modèle économique dans lequel on vit, c'est impossible en fait. Sauf à vendre à des personnes aisées, ou alors avoir des projets à côté rentables, c'est-à-dire de agritourisme ou pédagogique. Et c'est pas normal en fait. Donc là, il y a vraiment une question dont il faut qu'on s'en empare toutes et tous, et aussi il faut qu'on arrête aussi dans le monde paysan bio, au niveau des collègues, je vois trop ce discours de il y a des solutions, on peut y arriver, il y a des débouchés qui peuvent se trouver pour pas mal mieux se rémunérer, on peut faire justement du pédagogique, on peut faire etc. etc. Oui, mais en fait, ça dépolitise complètement le problème en fait. Et ça veut dire qu'on admet en fait la situation dans laquelle on est. C'est une situation où en fait l'alimentation, en fait la production alimentaire de qualité, en fait, elle est pas possible en France en fait quoi. C'est ça en fait qu'on admet en fait. Ou alors, quitte à être martyr, parce qu'il y en a qui arrivent à être maraîcher bio, à se tirer un SMIC par plus, et à vendre à peu près pas trop cher, mais ils font que ça. Et c'est 50 heures de travail par semaine en moyenne. Donc je suis désolé, c'est pas normal en fait, pareil ça aussi. C'est pas normal d'avoir une rémunération horaire de 6,50 € de l'heure en moyenne en France pour du maraîchage. Mais là je parle que du maraîchage depuis tout à l'heure parce que sur les autres rémunérations, il y a des secteurs où c'est un peu mieux rémunéré, l'élevage par exemple en bio est mieux rémunéré. Quand on fait de l'élevage viande en plein air intégral, c'est beaucoup mieux rémunéré. Je peux essayer de penser à d'autres secteurs qui sont mieux rémunérés. Bon. L'arboriculture, c'est pas forcément plus simple non plus, hein. En bio, franchement, pour lancer une arboriculture, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas d'autonomie en fruits actuellement en France, hein. C'est pas parce que y a pas mal, c'est pas parce qu'il n'y a pas une volonté de pas mal de gens de vouloir faire du fruit en bio, hein. C'est juste que c'est hyper galère. Et on a bien vu avec tous les accidents climatiques qu'il y a eu ces dernières années, c'est aussi prendre beaucoup de risques. Et comme c'est pas beaucoup rémunéré, bah d'ailleurs, quand vous n'avez pas de marge de sécurité, bah une année où vous avez quasiment tout perdu, bah vous coulez en fait. Ou alors bah vous vous mettez dans la merde. Donc en fait c'est ça tout le problème qu'il y a derrière en fait. Si on veut une vraie pérennité, si on veut une installation massive de millions de paysans, de paysannes bio, et que nos territoires soient vivants, soient durables, soient résilients, parce que ça nous concerne toutes et tous en fait, et bah il faudrait vraiment un changement économique, au moins dans les territoires, où on commence à lancer des initiatives, et une vraie entraide, un vrai soutien aussi des communes, et des initiatives aussi locales, d'économie solidaire envers les paysans paysannes, et envers aussi les personnes qui sont précarisées, les personnes précaires. Je parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas eu beaucoup de questions. N'hésitez pas à en poser en fait, ou à apporter vos témoignages aussi sur ce que vous avez vu autour de vous, les questions que vous vous posez autour de la paysannerie, autour de la sécheresse qu'il y a pu y avoir, autour des politiques gouvernementales, le soutien à la bio, autour de la PAC, par exemple, la nouvelle PAC, là je pourrais vous en parler aussi, c'est hallucinant la nouvelle PAC, mais enfin bref, tout ce que vous pouvez vous poser comme question autour de l'agriculture est la bienvenue, donc n'hésitez pas, il nous reste un quart d'heure de live, donc c'est maintenant, là, si vous voulez poser des questions. En attendant, donc, je vous disais tout à l'heure, donc si vous voulez retrouver un peu tous les enjeux dont je parlais, un peu ce dont, enfin pas forcément tout, mais une bonne partie de ce dont je vous parlais, vous pouvez le retrouver aussi sur la tribune que j'ai faite sur Mediapart, sur un blog de Mediapart, qui s'appelle, que je retrouve le titre, la tribune que j'avais écrite. Désolé, je l'avais pas ouverte. Bah, je vais la retrouver. Ah oui, mobilisons le titre c'est mobilisons-nous, désolé, toutes et tous pour sauver la paysannerie bio en grande difficulté. Voilà, c'est le titre de la tribune, enfin de l'appel que j'avais écrit, un peu le cri d'alerte. J'avais mis des liens en plus aussi, en bas de l'article, des liens pour aller plus loin sur le sujet, notamment l'enquête de reporters qui était assez intéressante sur la crise de la bio actuelle, et d'autres articles aussi. Et d'ailleurs, ça n'a pas évolué dans le bon sens, la crise elle est toujours en cours, hein, sur la crise de la bio. Donc voilà, donc n'hésitez pas là, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires. Si vous avez voilà, des réactions, des questionnements aussi sur comment je m'adapte, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place sur la ferme pour m'adapter aux crises actuelles, ou ce que j'ai pu observer dans le territoire. Enfin bref, n'hésitez pas, je suis là pour ça.
en attendant qu'il y ait des gens qui me posent des questions, qu'il y ait des réactions, s'il y en a, en tout cas. Je voulais vous rappeler donc du coup que sur la ferme, j'anime des formations à prix libre et conscient, pour que ce soit accessible au plus grand nombre, et sur donc, le thème du jardinage naturel et de l'agroforesterie majoritairement. Vous pouvez retrouver les dates sur le site de ma ferme. Sinon, je distribue mes paniers de légumes aussi le jeudi à Saint-Nazaire et le mercredi à Pornic. Donc si vous êtes intéressé par les paniers de légumes. Et sinon, il y a aussi possible de faire du woofing ou des stages sur la ferme si vous êtes intéressé pour justement continuer les échanges qu'on peut, voilà, ou en savoir plus sur la paysannerie. Ça peut être un bon moyen, franchement, le woofing c'est une bonne immersion pour comprendre un peu mieux les enjeux autour de la paysannerie et puis aussi surtout l'autonomie collective en fait, des territoires en fait, hein, tout simplement. Euh, du coup, je regarde vite fait si j'ai oublié d'autres choses aussi à vous parler qui pourraient être importantes. Mais je pense que j'ai fait à peu près le tour, mais c'est possible que j'ai oublié des choses. Hein. Mais, en tout cas, voilà. Je vois pas de commentaires ou de réactions pour l'instant, je sais pas s'il y en a, ou si vous avez des retours particuliers à me faire sur vous, des situations que vous avez pu voir autour de vous, ou des réflexions que vous faites, n'hésitez pas quoi, sur la situation actuelle. En tout cas, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre j'essaie de réfléchir à ce que j'aurais pu oublier. Euh, tac, oui, autrement oui, si j'avais oublié. Ouais, vas-y, j'ai mis une question du coup. Alors, naturel, je suis content de faire des woofing l'année prochaine, dans quel secteur êtes-vous? Du coup, bah, moi je suis dans le 44, donc je suis situé entre la côte, donc Pornic et Nantes. Ouais, je suis situé là. Donc avec plaisir si envie de woofing sur la ferme. Alors j'ai oublié aussi, mais alors du coup, parce que j'ai parlé tout à l'heure des solutions locales, territoriales dont on pourrait toutes et tous s'emparer et mettre en place. Mais il y a aussi en fait quelque chose qui serait l'idéal entre guillemets, en tout cas en tant que, comme je le rappelle, on fasse chuter l'économie capitaliste. Euh, mais pour freiner rapidement une solution rapide et d'ampleur qui freinerait rapidement la déconversion des fermes bio actuelles ou en tout cas l'arrêt des projets actuels qu'on peut observer ou les difficultés importantes de le projet, ça serait surtout politique en fait, politique à grande échelle. C'est-à-dire du coup par une rémunération minimum garantie pour les petites paysannes bio et ou par des aides PAC réellement valorisées pour les petites fermes bio. Mais bon, même si en réalité on se passerait bien de la PAC. Mais en fait, il faut savoir que dans les années 70, les travailleurs paysans paysannes, donc le mouvement des travailleurs paysans paysannes, donc mené, certains d'entre vous peut-être connaissent Bernard Lambert, mais se battait en fait pour un revenu minimum, une rémunération minimum pour les petits paysans paysannes. Et ça, maintenant, c'est plus trop la revendication malheureusement de la Confédération paysanne ou d'autres syndicats, mais ça serait quand même pas mal, je pense, une revendication qui serait bien à remettre à jour pour, au-delà de la production alimentaire bio de qualité, tous les enjeux auxquels on répond en tant que paysan-paysanne quoi, dans le territoire. Et tout simplement pour assurer en fait la durabilité de nos fermes quoi. Donc, enfin, en tout cas pour moi, pour une solution, mais bon, ça j'y crois guère malheureusement sur cette question-là. Mais en tout cas, à mon avis, s'il y avait une réelle pression syndicale, des organisations type les GAB, groupement d'agriculteurs biologiques, et les confédérations paysannes, et d'autres organisations, je pense qu'on pourrait y arriver. La FNSEA, malheureusement, arrive bien à le faire. Quand ils mettent le paquet en termes de rapport de force, on voit bien malheureusement que la FNSEA, ils arrivent bien à le faire. Donc, alors, ça serait bien que nous aussi, on arrive à engager des vrais rapports de force radicaux pour des revendications radicales aussi. Ça serait pas mal. Voilà, en tout cas, ça serait assez bien, quoi. Et c'est malheureusement pas trop le cas aujourd'hui, quoi. Donc, on en est malheureusement à réclamer seulement quelques dizaines de millions d'euros en plus, ou une PAC revalorisée, etc. Mais en vrai, il faudrait réclamer carrément le gel de l'accaparement des terres. Je sais pas, mettre un barème de terre au-delà de 200 hectares, impossibilité pour une ferme de s'agrandir, une société agricole de s'agrandir, réforme globale de la SAFER, pour que en fait, la SAFER soit du coup gérée par les habitants du territoire, par des associations environnementales, par les organisations syndicales à la base, et non pas en fait par les lobbies en fait, hein, faut le dire clairement, par la FNSEA en fait. Euh, il faudrait aussi donc une rémunération minimum pour les paysans paysannes. Il y aurait tellement de choses à faire. Il y aurait ouais, plein de réformes de fond à faire.
Mais c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas trop d'engagement pour l'instant syndical, pas trop de revendications syndicales de ce côté-là. Et c'est ça qui manque aussi, quoi. Donc pour l'instant, je compte plus sur les engagements locaux dans les territoires, par les habitants des territoires en lien avec des paysans, paysannes, pour faire changer les choses. Mais du coup, ce sera plus sur des soutiens financiers à des projets, plus sur le fait de forcer les mairies à faire de la cantine 100% bio, plus sur le fait de pousser les mairies aussi à un gel des terres, de l'urbanisation, et plutôt à installer du coup sur les terres gelées, euh, du coup des paysans paysannes, et à assurer d'ailleurs leur suivi, suivi financier, quitte à les salariés. Hein. Il y a des initiatives comme ça de salariat par des mairies, comme des agents techniques, comme des agents d'espaces verts, en fait, de maraîchers, maraîchères, ou d'autres arboriculteurs, arboricultrices. Ça pourrait être aussi imaginer installer aussi des arboricultrices comme ça, en fait. Hein. Bref, c'est plus comme ça que je l'imagine, par des rapports de force politique et des engagements associatifs et autres territoriaux, ou par la mise en place aussi de sécurité sociale alimentaire dans les territoires, donc que j'envisage pour l'instant, parce que je crois, hier pour l'instant en tout cas dans l'état actuel où on est, à un rapport de force radicaux à une plus grande échelle, même si ce serait ce qu'il faudrait en fait, en réalité. Alors Ruflette Doré qui me demande s'il y a une manifestation prévue pour tout ça, bah évidemment non. Enfin, il y a des manifestations, hein, des fois des GAB et des confédérations paysannes, c'est à suivre sur les actualités de leur site internet, mais c'est plutôt pour l'instant corporatiste. C'est un peu ce que je reproche aussi, dans le sens où ça s'adresse plutôt aux paysans paysannes, alors que là, il faudrait vraiment qu'on soit faudrait sortir du corporatisme en fait, et ça nous concerne toutes et tous en fait ces questions-là. Donc même si ça commence à venir petit à petit, on voit bien avec les luttes contre des projets destructeurs, on voit bien sur d'autres sujets en fait qu'on sort un peu du corporatisme heureusement là, et que les questions de justement des bassines en fait ça dépasse le cadre en fait des paysans paysannes. La question du partage de l'eau nous concerne toutes et tous, et donc ça c'est voilà, c'est le genre de choses qu'il faudrait justement, c'est des luttes transversales en fait, voilà, qui dépassent les enjeux juste, qui dépassent en fait la question du métier en fait de l'agriculture en fait, et puisqu'en fait ça nous concerne tous, ouais, toutes et tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Parce qu'il y a encore un petit peu de temps, donc s'il y a des questions sur mon métier, sur comment je vis la paysannerie au quotidien, sur d'autres sujets auxquels j'aurais oublié d'aborder, ou des précisions sur les sujets que j'aurais abordés, n'hésitez pas, sur la difficulté actuelle du monde paysan bio. Enfin voilà, n'hésitez pas. Je suis là pour ça, donc j'attends un petit peu s'il y a des questions. Sinon, je regarde vite fait en attendant si j'ai oublié des choses dans mes notes là. On va parler d'autre chose. Alors, ah oui, donc comment tu envisages les sécheresses à venir? Bah, j'appréhende énormément. Clairement, la sécheresse de l'année dernière, je l'ai vécu comme un traumatisme. C'était vraiment un traumatisme. Je sais pas si j'en ai fait une dépression, parce que j'ai eu en même temps des soucis personnels, donc ça s'est entremêlé. Mais je pense que la sécheresse en elle-même, la canicule que j'ai vécue, je pense que oui, elle aurait pu. Je pense qu'elle était déjà le sujet même de la dépression. Enfin, j'aurais pu faire une dépression avec ça quoi. En tout cas, c'était un traumatisme, c'est sûr. Et je pense ne pas avoir été le seul à l'avoir vécu comme ça. Parce que clairement, quand vous voyez vos cultures à devoir les arroser quasiment chaque jour, tellement il y a d'évaporation, et que vous voyez que malgré tout elles souffrent et qu'elles ont du mal à pousser, tellement il y a de chaleur, que vous voyez que vos arbres, les arbres que vous avez mis en place pour justement augmenter la résilience à la sécheresse, eux-mêmes aussi sont en train de crever et qu'il faut les arroser en toute urgence, mais que vous n'avez pas mis en. Bah, que du coup vous ne pensiez pas les arroser, et que là ils sont en train de crever, et que vous êtes déjà en train de courir, que vous en pouvez plus la chaleur, parce que la chaleur c'est une pénibilité au travail qui est juste impossible. Ça c'est une des grosses questions aussi que je me pose pour l'avenir des métiers extérieurs, c'est comment on prend en compte la question de la pénibilité au travail, parce que aller travailler sous une chaleur de 35 degrés, humainement c'est impossible à tenir. Et ça pose même une question de santé en fait, hein, aussi. Euh, En fait, voir aussi la nature du coup, crever autour de vous, voir qu'il y aurait plein de solutions à mettre en place, et qu'il y a des gens autour de vous qui vous disent ah il y aurait ça à faire, ah il y aurait ça à faire, et vous le savez, tous les jours vous y pensez, vous savez que oui il faudrait mettre des tubes de récupération d'eau, oui il faudrait faire la sélection variétale pour avoir des cultures résistantes à la sécheresse, oui il faudrait mettre encore plus d'agroforesterie, encore plus de etc., mais que vous êtes déjà en train de courir, que vous en pouvez plus, que vous êtes déjà en train d'essayer de faire tout ce que vous pouvez pour faire le maximum que vous pouvez de mieux au niveau du maraîchage,
au niveau du territoire pour vous engager dans les luttes, et que vous êtes là, en fait, vous avez juste envie d'envoyer chier les gens et leur dire, mais en fait, là, stop. Là, je suis déjà en trauma, j'en peux plus déjà, j'essaie de gérer au mieux la sécheresse qui est en train de se faire, et les inquiétudes, les angoisses que j'ai. Donc en fait, les injonctions à faire ci et ça, en fait, la stop, ça suffit. Oui, je connais en fait toutes les solutions, mais en fait, tant qu'on changera pas de système, tant que en fait, il n'y aura pas une solution, tant que les gens s'empareront pas, toute la question au niveau territorial et changeront pas les choses au niveau territorial, en fait, en fait, oui, j'aurais du mal à le faire en fait. Et plein de collègues sont dans ma situation, et plein de collègues pensent juste à survivre en fait, quoi. Donc, euh, donc c'est ça la réalité d'aujourd'hui en fait. Et c'est ça en fait qui est en train de se passer en fait pour le monde paysan en fait. Et dans son ensemble, mais plus durement je dirais pour le monde paysan bio parce qu'en plus de ça on s'engage en fait. On essaie de faire les choses pour que ça se passe au mieux aussi pour le territoire. C'est un engagement militant aussi en plus quoi. Et du coup quand on voyait que tout ce que vous faites, quand vous essayez de développer en fait finalement ça suffit pas. Et qu'il faudrait faire bien plus, mais que vous êtes pris par l'urgence, par les soucis financiers, etc. Enfin, c'est une horreur en fait. Enfin voilà. C'était non, là je les envisage, j'essaie de pas les envisager justement malheureusement. Parce que en fait, ça va être difficile. Et encore, je pense que moi je suis un peu privilégié par rapport à d'autres collègues qui clairement encore plus de difficultés que moi et ça me traumatise aussi pour ça quoi. Parce que je rêve en fait d'une campagne vivante. Je rêve d'une campagne où on soit des milliers de paysans paysannes par territoire, par communauté de communes, et on puisse s'échanger plein de choses, où on puisse... Enfin, où il y a vraiment une campagne vivante, ou une campagne où les oiseaux ils chantent dans des bocages hyper préservés, une petite centenaire où les mares, il y en a par milliers, ou... Enfin, je sais pas, c'était utopiste, et en même temps non. Enfin, c'est ce qu'il y avait comme campagne il y a 50 ou 60 ans en fait. Campagne vivante en fait, socialement et au niveau de l'écologie. Alors, je dis pas que le passé était mieux, hein, sur d'autres niveaux il y avait des choses clairement qui n'allaient pas. Et par contre sur ces questions-là, écologiques et sociales, au niveau de l'entraide, etc., et au niveau écologique, clairement, ouais, je rêve d'en venir vers ça. Clairement au niveau des questions de genre et des questions féministes, pas du tout. C'était une horreur autrefois. Et sur d'autres questions aussi, il y avait des choses qui étaient horribles, hein. La question de la pénibilité du travail, on a quand même eu des avancées aujourd'hui, clairement qui sont quand même mieux quoi. Mais par contre le recul massif au niveau social et au niveau écologique c'est juste ouf quoi. Et du coup voilà. Mais ouais. Et du coup je suis installé depuis combien de temps? Oui, une question là. Bah, du coup depuis alors installé moi on va dire en tant que paysan depuis 8 ans, même s'il y a eu des pauses. Et autrement en tant qu'expérience agricole, en tant qu'ouvrier, enfin expérience maraîchère bio, j'avais un projet d'installation de mes parents à l'origine. Donc j'ai été SMIal pendant 4 ans, plus de 4 ans. Et donc en vrai ça fait plus de 12 ans, 13 ans là, bientôt, d'expérience en maraîchage bio. Et en agroforesterie aussi, parce que je suis technicien en agroforesterie. Et je fais un tout petit peu d'arbo, mais j'aimerais en faire plus, mais bon, pas pareil le temps quoi, je manque de temps. Je manque de temps pour faire la arboriculture fruitière. Mais voilà, il y a des arbres fruitiers sur la ferme, il y aura de quoi faire, mais pour les suivre et tout, c'est un peu difficile. Enfin voilà, en tout cas, voilà un petit peu. Mais s'il y a deux, trois dernières questions, n'hésitez pas. Après, on va finir le live. En tout cas, je continuerai à me battre et je continuerai à me battre pour, enfin, tant pour moi, mais aussi pour le vivant surtout, et puis pour les restes du territoire, quoi, pour les habitants du territoire. Et, euh, et au-delà de ma ferme, quoi. Je pense que de toute façon, c'est la solution, elle est politique aussi, quoi. Beaucoup en fait. Je crois pas trop, moi, j'avoue, à la simple initiative individuelle. Je suis pas très colibri. Et je pense que la solution, elle est avant tout collective, en fait. Politique dans les territoires, dans le sens premier du terme politique, hein. Ça veut dire se bouger collectivement, essayer de faire bouger les choses collectivement. Et enfin, je me suis investi dans des luttes contre des projets destructeurs dans le coin, j'ai pu voir justement que la lutte payait en peu de temps, quand on était investi collectivement, quelques-uns, quelques-unes, pas nombreux en plus, et que ça pouvait payer, donc on peut changer les choses bien plus radicalement, de bien plus grande ampleur quand on s'investit collectivement sur un sujet de notre territoire. Et je pense que voilà, et je continuerai à faire des choses sur ma ferme qui vont vers le bon sens, mais je préfère consacrer maintenant beaucoup plus d'énergie à, à bouger les choses collectivement qu'à me flageller sur le fait que de ne pas avoir fait de la sélection de semences sur ma ferme par exemple, ou pas faire tous mes plans moi-même quoi. Voilà.
Mais en tout cas, voilà. Mais par contre, ouais, continuer à m'engager politiquement, continuer à faire bouger les choses dans le territoire, c'est important. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de monde qui s'empareront de ces questions-là, justement, politiquement dans les territoires. C'est ce que je fais aussi à travers ce live-là et à travers les formations pédagogiques que je fais. C'est que de plus en plus de monde s'empare de ça et s'investisse dans des initiatives collectives de rapport de force, mais aussi d'éducation populaire, hein, ou d'entraide, de solidarité en fait. Hein. Ça fait partie aussi de ça, des solutions. Voilà. En tout cas, oui, il y a des gens qui viennent juste de rejoindre la vidéo, mais du coup ça va être la fin du live. Mais je vais effectivement, alors, je suis d'arriver à être en retard. Est-ce que le live sera dispo en post pour rattraper? Oui, oui, bien sûr. Le live sera dispo en post, il n'y a pas de problème. Et s'il y a deux, trois dernières questions rapides, je peux y répondre vite fait, et après on va arrêter là le live, je pense. Donc comme je disais, vous pouvez retrouver mes activités. Alors oui, j'ai oublié de le dire, mais sur mon site web arainbocage.fr. Moi je suis installé près de Nantes et je propose des formations à prix libre. Et sinon j'ai des paniers de légumes que je distribue à Nantes, à Pornic et Saint-Nazaire. Et, et voilà, et du coup j'oublie sûrement d'autres choses que je fais sur la ferme, mais c'est déjà pas mal. Ah oui, si, j'accueille aussi des publics scolaires et j'accueille aussi des jeunes aussi d'IME. J'accueille, je pense que j'ai à peu près fait le tour en termes d'accueil pédagogique sur la ferme, d'accueil social et pédagogique. Et c'est une activité aussi qui me tient beaucoup à cœur et que je souhaite développer. Donc si vous avez des contacts de structures scolaires ou médico-éducatives, sociales, n'hésitez pas. Et ça sera avec plaisir. Voilà. Donc voilà un petit peu. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc si, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, parce que j'en vois pas. Et merci.